Salut à tous les amis parieurs, j'espère que vous avez tous la pêche. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va analyser et pronostiquer l'UFC On ESP numéro 62 Cannonier versus Borralho. On va également récap l'UFC 305 Duplessis versus Adesanya qui se passait samedi soir. Vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines sorties. Laissez un commentaire, je vous répondrai avec plaisir, j'adore parler MMA avec vous les amis. Et le plus important, un pouce en l'air, s'il vous plaît, très important si vous souhaitez aider ma chaîne dans le référencement de mes vidéos. Je vois d'ailleurs que mes vidéos sont partagées à chaque fois, mais je sais pas qui fait ça. Vraiment merci à la ou les personnes pour ce soutien dans l'ombre. Vous pouvez aussi, pour d'autres pronostics des UFC, vous tapez mmaprono.com sur Google, vous tombez directement sur le site pour découvrir des analyses très pertinentes. On retrouvait du coup 5 combats sur la carte principale de l'UFC 305. En premier catégorie welter, on avait Li Jingliang contre Carlos Prates. Je vous avais conseillé de choisir Prates, je pensais qu'il pourrait faire la différence avec son striking, même si effectivement Li Jingliang il a beaucoup d'expérience. Mais effectivement ça a été compliqué pour lui. Déjà à la fin du premier round il a failli prendre il a pris déjà des coups très lourds. Et deuxième round il a pris un KO assez violent. Ils auraient pu éviter le dernier coup je pense parce qu'il avait été sonné déjà plusieurs fois. Et c'est des années de vie en moins quand même hein, pour Li Jingliang. Donc grosse défaite pour lui et donc victoire de Carlos Prates. On en est à 1 sur 1 pour les pronos. Ensuite, on retrouvait catégorie heavyweight Tai Tuivasa contre Jairzinho Rozenstruik. Un duel de striker. Je vous avais conseillé de choisir Jairzinho Rozenstruik. Pour moi, je pensais que son striking, la qualité de son striking pourrait faire la différence. Et effectivement, Tai Tuivasa, il a été un petit peu trop timide. Peut-être la série de défaites qu'il a dans la tête qui était compliquée à gérer. Et pourtant, même le fait d'être un petit peu à domicile, ça l'a pas beaucoup aidé. Au final, Jairzinho, il a dominé les 3 rounds et remporté le combat par split decision. D'ailleurs, c'était une dinguerie ça. Il y a un juge qui a donné les 3 rounds à Tai Tuivasa. C'est vraiment du délire les juges à l'UFC parfois. Donc on en est à 2 sur 2 pour les pronos. Ensuite, on retrouvait catégorie lightweight. C'était Mateusz Gamrot contre Dan Hooker. Je vous avais conseillé de choisir Gamrot. Je pensais que grâce à sa lutte exceptionnelle et son grappling ferait la différence. Malheureusement, il a perdu par split decision, mais pour moi, il aurait dû remporter ce combat par split decision parce qu'il avait pour moi gagné le premier et le deuxième round. Et le troisième round était effectivement pour Dan Hooker. Donc c'est pas un vol, mais pas loin quand même. Hein, parce que le premier round, Gamrot, c'est le premier à mettre un knockdown à Hooker, à enchaîner au sol sur du grand end pound, à placer un takedown. C'est lui-même lui sur l'ensemble du combat qui a le plus de coups significatifs. Mais c'est vrai que Dan Hooker a mis beaucoup de pression debout et ça a dû jouer dans la tête des juges je pense parce qu'il perd le deuxième round pour moi Dan Hooker aussi sur les phases de sol de grappling et au troisième round il le gagne en mettant beaucoup de pression à Gamrot qui commençait à avoir l'air d'être un petit peu cramé en cardio mais voilà c'était quand même pour moi une victoire de Gamrot par split decision. Ils l'ont donné à Hooker donc bon encore une fois si c'était les mêmes juges que qui ont donné un round à Tai Tuivasa, enfin bref c'est les juges quoi comme d'habitude hein. Donc on en est à 2 sur 3 pour les pronostics. Ensuite, on retrouvait en co-main event catégorie flyweight Kai Kara France contre Steve Erceg. Je vous avais conseillé de choisir Steve Erceg. Je pensais que plus grand, et étant donné qu'il a un bon striking et qu'il a un sol supérieur à Kai Kara France, je pensais qu'il pourrait faire la différence. Mais il a été surpris dans le premier round par une frappe qu'il a envoyée au sol parce qu'il reculait en ligne droite. Il se décalait pas sur le côté. Et à un moment donné, il a été touché sur un deuxième coup. Et donc, il a perdu par KO technique au premier round. On en est donc à 2 sur 4 pour les pronos. Ça avait bien commencé et ça se passait mal jusqu'à maintenant. On retrouvait en main event, ensuite pour la ceinture middleweight, Dricus Duplessis contre Israel Adesanya. C'était un combat compliqué à pronostiquer, j'avais énormément eu de mal à faire mon choix. Je m'étais finalement penché sur Dricus Duplessis. Je pensais qu'il pourrait sûrement faire la différence grâce à son sol et j'imaginais un combat un petit peu comme il y avait eu quand Israel Adesanya avait perdu contre Jan Blachowicz, où effectivement grâce à son poids Duplessis serait capable de le conserver au sol. Mais c'est pas vraiment ce qui s'est passé dans le premier round, il a été très compliqué. Ça a été vraiment compliqué à scorer le premier round, mais je l'aurais peut-être donné quand même en faveur du champion, puisque c'est effectivement au challenger d'aller vraiment s'imposer dans ce premier round. J'avais vraiment du mal à trouver, donc je le donnais à Duplessis du coup. Ensuite pour le deuxième round, il était à Duplessis. Pour ses phases, il a quand même failli étrangler Israel Adesanya. Il a été quand même assez agressif, pas mal même de volume dans le striking. Israel Adesanya lui était très patient, il paniquait pas, il était assez serein j'ai trouvé. Troisième round pour Israel Adesanya, sans discussion. Il a commencé à prendre l'avantage même au cardio. Dricus, il commençait à avoir l'air d'être complètement cramé. Et le quatrième round commençait comme le troisième. L'avantage d'Israel Adesanya devenait vraiment de plus en plus
C'était vraiment le striking du Plessis, c'est la plupart de ses coups passaient à côté. Ça, vraiment, il devenait lisible. Comme l'a dit Israël Adesanya en fin de combat, Dricus commençait à devenir lisible dans le 4e round. Et jusqu'à ce qu'il réussisse au final à toucher Israël sur une accélération avec des frappes qui ont gêné Israël, qui a dû se tourner. Il a donné son dos, il s'est retrouvé au sol et il a très rapidement pris le dos de Dricus. Il l'a étranglé sans même passer la main derrière la tête. Là, Israël n'a pas réussi à sortir de là. Il a tapé assez rapidement. C'est vrai que c'était surprenant de voir le combat se finir aussi vite. Mais bref, victoire de Dricus du Plessis, donc par soumission au 4e round. Donc il reste champion. Mais Israël, il a quand même fait un très beau combat, j'ai trouvé. Et je pense qu'il n'est pas encore terminé. On devrait quand même le voir, je pense, assez en forme dans un futur combat. Qui ne sera pas pour la ceinture du coup cette fois. Donc on en est à 3 sur 5 pour les pronos, avec un semi-vol pour Dan Hooker contre Gamrot. Donc c'est pas mal pour cette semaine. J'ai partagé sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram et Facebook, les tickets gagnants. Si vous voulez aller jeter un coup d'œil, n'hésitez pas à aller voir tous les combinés que j'ai rentrés. Voilà, on en a terminé avec le récap de l'UFC 305 et on enchaîne sur l'UFC ONESP numéro 62. Alors l'UFC ONESP numéro 62, Cannonier versus Borralho, se tiendra le 24 août dans la nuit du samedi au dimanche et on retrouve 5 combats à la carte principale. On retrouve en premier combat catégorie middleweight Edmen Shahbazyan contre Gerald Meerschaert. Alors Shahbazyan, il est américain, il a 26 ans, 13 victoires pour 4 défaites en carrière. Sur les 13 victoires, on a 11 finishes par KO technique, une par soumission et une décision. Pour ces 4 défaites, il a perdu 3 fois par KO technique et une fois par décision. Son dernier combat, il est sur une victoire par KO contre A.J. Dobson, c'était au mois de mars 2024. Avant ça, il avait perdu contre le très solide Anthony Hernandez par KO technique au mois de mai l'année dernière. Avant ça, il avait une victoire par TKO également, c'était au mois de décembre 2022. Et si on remonte avant ça, en 2021 et 2020, ça avait été compliqué pour Edmen. Il avait perdu contre Nassourdine Imavov par KO technique en novembre 2021. Il avait perdu contre Jack Hermansson par décision unanime au mois de mai 2021. Et au mois d'août 2020 par KO technique contre Derek Brunson. Ça avait été compliqué pour lui, parce qu'il sortait quand même avant ça d'une superbe série de victoires. Il avait intégré les Dana White Contender en 2018. Il avait enchaîné des belles victoires contre par exemple Jack Marsham ou Brad Tavares par KO en 2019. Et c'était quand même un jeune prospect et ça s'était mal passé donc, pendant un an et demi. Il est quand même de retour avec 2 victoires en 3 combats. Donc cette défaite contre Anthony Hernandez, comme je dis, Anthony Hernandez c'est vraiment un prodige et qui est très solide. Donc pour l'instant c'est pas trop mal sur son dernier combat, en tout cas il a réussi à renouer la victoire avec un KO. Il est donc opposé à Gerald Meerschaert qui est américain et qui a 36 ans, 36 victoires pour 17 défaites en carrière. Sur les 36 victoires on a 6 victoires par KO technique, 28 par soumission et 2 décisions. Pour ces 17 défaites il a perdu 4 fois par KO technique, 8 fois par soumission et 5 fois par décision. Son dernier combat c'est une victoire par soumission contre Brian Barbarena au mois de mars 2024. Avant ça, il était sur 2 défaites. Il avait perdu contre Andrei Petroski par split decision et contre Joe Pyfer par KO technique en avril 2023. En 2022, il avait une victoire par soumission contre le striker Bruno Silva. Et si on remonte un peu plus en arrière, il avait une seule défaite en 4 combats. Il faut remonter vraiment jusqu'en 2020 pour retrouver sa défaite par KO en 17 secondes contre Khamzat Chimaev. Donc énormément d'expérience. Il avait perdu également contre Kevin Holland ou Jack Hermansson en 2018 et 2019 par soumission et par split decision. Donc il a énormément d'expérience, Gerald Meerschaert. On va aller regarder les cotes. Alors on trouve favori Shahbazyan avec une cote à 1,27 et une grosse cote à 3,45 pour Meerschaert. Donc c'est un combat où Meerschaert, lui, il est très fort au sol, c'est un grappleur exceptionnel. Il va essayer d'emmener à un moment donné le combat au sol. Parce que Shahbazyan, lui, il a un striking supérieur. Je pense qu'il sera beaucoup plus à l'aise debout. Et il va falloir qu'il évite le sol. Je pense qu'il a les compétences nécessaires, Edmen Shahbazyan, pour éviter de se faire attraper bêtement et de se faire soumettre. Je pense qu'il peut réussir à garder le combat debout, à dominer Meerschaert en striking, peut-être le finir, même c'est une possibilité. Mais attention quand même à Meerschaert, s'il est exceptionnel au sol, il ne faudra vraiment pas qu'il fasse d'erreur, parce que la moindre erreur pourrait lui coûter la défaite par soumission. Je vous l'ai dit, sur ses 36 victoires, il a 28 finishes par soumission à Meerschaert, c'est vraiment impressionnant. Donc après c'est un vétéran, il a déjà 36 ans, beaucoup de guerre, le menton c'est plus ce que c'était. Même s'il a beaucoup d'expérience et qu'il est solide, je pense que le striking de Shahbazyan peut faire la différence. Donc je vous conseille de choisir Edmen Shahbazyan les amis, je pense quand même que c'est le choix le moins risqué. On retrouve en deuxième combat catégorie welterweight Neil Magny contre Michael Morales. Alors Neil Magny c'est un vétéran, il a 37 ans,
Il est américain, 29 victoires pour 11 défaites en carrière. Sur les 29 victoires, on a 8 finishes par KO technique, 4 par soumission et 17 décisions. Pour ses 11 défaites, il a perdu 2 fois par KO technique, 6 fois par soumission et seulement 3 fois par décision. Son dernier combat, c'est une victoire par KO technique contre Mike Malott. Par surprise, vraiment, c'était une victoire surprise parce qu'il avait perdu les 2 premiers rounds, Neil Magny. Il se dirigeait vers une défaite par décision, mais il a eu un bon cardio, il a su tenir. Malott avait trop envoyé, il s'est fait surprendre au final. C'était vraiment impressionnant cette victoire du vétéran, moi j'avais pas parié sur lui. Donc il était donc sur une belle victoire pour son dernier combat, c'était au mois de janvier 2024. Avant ça, il avait perdu contre Ian Gary par décision au mois d'août l'année dernière, il y a un an, à l'UFC 292. Si on remonte encore en arrière, il avait perdu contre Philippe Rove au mois de juin 2023, c'était par split decision. Mais il avait battu Philippe Rove, excusez-moi. Et il avait perdu c'était par soumission contre Gilbert Burns au mois de janvier 2023. À l'UFC 283, il s'était fait soumettre au premier round. Donc c'est vraiment un parcours en dents de scie sur les derniers combats. Il avait battu Daniel Rodriguez par soumission au mois de novembre 2022, mais il avait perdu par soumission au mois de juin 2022 contre Shavkat Rakhmonov. C'est vrai qu'après il affronte tout le monde, hein. Franchement, Neil Magny, il est courageux. Et à chaque fois il va sortir une victoire sur des combattants un petit peu entre guillemets, on va dire pas moyens, parce que ça reste quand même des très bons combattants. Mais voilà, quand il tombe contre le top de la crème, ça devient vraiment compliqué. Il avait battu par décision Robbie Lawler, l'ancien champion, en août 2020. Il avait perdu contre Michael Chiesa par décision au mois de janvier 2021. Il avait battu par décision Jinling Yang également, c'était au mois de mars 2020. Perdu par KO contre Santiago Ponzinibbio en novembre 2018. Donc vous voyez, il a affronté tous les plus gros noms de la catégorie. Et sur ses dernières défaites, donc c'est contre Rakhmonov, Gilbert Burns et Ian Gary. C'est quand même le top du top, hein. Et il a battu donc Daniel Rodriguez, Philippe Rove et Mike Malott, ce qui est pas mal quand même aussi. Donc vétéran avec beaucoup d'expérience, il a encore de la caisse, hein, Neil Magny. Il est donc opposé à Michael Morales, qui vient d'Équateur, qui a 25 ans. C'est un jeune prospect à 16 victoires pour aucune défaite en carrière. Sur les 16 victoires, on a 11 finishes par KO technique, une par soumission et 4 décisions. Son dernier combat, donc c'est une victoire par décision contre Jack Matthews. C'était au mois de novembre 2023. C'était une victoire donc par décision. Il avait dominé effectivement Matthews sur les 3 rounds. Avant ça, il avait battu Max Griffin par décision également au mois de juillet l'année dernière. Si on remonte plus en arrière, il avait eu 2 victoires par KO technique en 2022. Et son premier combat au Dana White Contender en septembre 2021 par décision également. Donc il a beaucoup de finishes, mais c'était avant l'UFC. À l'UFC, pour l'instant, il a que 2 finishes en 5 combats, ce qui est quand même pas mal, hein, ce qui reste correct. Donc c'est un striker. Un striker avec beaucoup de punch. Il est jeune, donc il est très athlétique, Michael Morales. Il est en confiance, il est invaincu. Ça me paraît quand même compliqué, hein, pour Neil Magny. On va aller regarder les cotes. On retrouve sans surprise gros favori Michael Morales avec une toute petite cote à 1,11 et une énorme cote à 5,60 pour Neil Magny. C'est vrai que c'est normal qu'il parte pas favori, hein. Il a beaucoup de garde derrière lui, il a 37 ans. Il est plutôt jeune et il est opposé à une machine de 25 ans qui, je pense, va lui faire mal en striking. Alors il pourrait éventuellement reproduire ce qu'il a fait contre Mike Malott, hein, c'est-à-dire survivre les 2 premiers rounds et aller chercher une victoire dans le 3e peut-être, mais ça me paraît compliqué. Là, Morales, je pense qu'il est en mission à 16-0 et je pense que Neil Magny, il va pas tenir. Je le vois pas tenir, je pense qu'il pourrait même se faire finir. On pourra quand même avoir une victoire de Morales par décision, c'est une possibilité aussi, puisqu'effectivement il est sur 2 victoires par décision. Mais bon, s'il a fait des ajustements et qu'il a bien bossé son striking à chaque entraînement, je pense qu'il pourrait revenir encore plus fort qu'à ses derniers combats. Donc je pense qu'il pourrait y avoir un finish. Donc je vous conseille de choisir Michael Morales, les amis, c'est pour moi le choix le moins risqué. Alors bien sûr, la cote à 1,11 est beaucoup trop petite pour un pari simple, hein, ça n'a aucun sens, c'est complètement inutile. C'est uniquement pour le combiné des 5 et pour éventuellement un combiné de 3 ou 2 pour faire grimper la cote totale, mais uniquement, quoi. On retrouve ensuite en 3e combat, catégorie middleweight, Ryan Lauder contre Robert Valentin. Alors Ryan Lauder, il est américain, il a 33 ans, 6 victoires pour une seule défaite en carrière. Sur les 6 victoires, on a 4 finishes par KO technique, 2 décisions. Sa seule défaite, elle a été par décision. Alors pour l'instant, ça va être son premier combat à l'UFC. Il a combattu dans les petites organisations américaines, par exemple au Uriah Faber combat. Et c'est là où il a eu sa défaite d'ailleurs par split decision. Sinon, il est sur 2 victoires. C'était à l'UFL en 2023, il est au mois de mai et au mois d'août, donc 2 victoires l'année dernière, une par KO technique et une par décision. Donc pour l'instant pas d'infos sur lui à l'UFC, puisque donc comme j'ai dit ça va être son premier combat.
Il est opposé donc au Suisse Robert Valentin qui a 29 ans, 10 victoires pour 3 défaites en carrière. Sur les 10 victoires, on a 3 finishes par KO technique, 6 soumissions et une décision. Pour ces 3 défaites, il a perdu une fois par KO technique, une fois par soumission et une fois par décision. Il est sur une belle série de victoires, 3 victoires d'affilée, dans les petites orgas aussi, parce que ça va être également son premier combat à l'UFC. Son dernier combat, c'était au mois de décembre l'année dernière, il a gagné par KO technique. Avant ça, il a même combattu au Ares en 2023, où il avait battu, c'était Pietro Penini par soumission au premier round. Il avait fait également un no contest au Ares en 2022, contre le même adversaire. Et il avait perdu au Ares 4 contre Salamov par soumission au troisième round. Donc il a combattu pas mal de fois dans l'organisation française. Donc il a un peu plus de combats à son actif que l'américain, il est plus jeune. Mais tous les deux, voilà, c'est des jeunes prospects qui vont faire leur début à l'UFC. Donc peu d'infos sur les combattants pour l'instant. On va aller regarder les cotes. Alors on retrouve favori le Suisse Valentin avec une cote à 1,61 et une cote à 2,20 pour l'américain Lauder. C'est quand même assez serré. Et ayant peu d'infos sur les deux combattants, le jeune Suisse effectivement a un peu plus de combats et il est sur une belle série de victoires. Mais n'ayant peu voilà, d'infos sur les deux, l'américain est aussi lutteur. Je pense plutôt choisir l'américain. Il a 33 ans, il doit être dans son prime physique. Et je pense que c'est quand même, voilà, on a tellement peu d'infos sur ces combattants-là que de toute façon c'est risqué. Donc il n'y aura pas de choix moins risqué, mais dans ce cas-là, il vaut mieux du coup tenter la plus grosse cote. Donc je vous conseille de choisir Ryan Lauder, les amis, pour la cote à 2,20. Et je pense que c'est pas le choix le moins risqué, mais c'est vraiment histoire de tenter la cote. Hein. Mais restez très prudent sur ce combat-là, les amis. C'est ce que je vous conseille vraiment de faire attention. Hein. On retrouve ensuite en co-main event catégorie strawweight Angela Hill contre Tabata Ricci. Angela Hill, elle est américaine, elle a 39 ans, 17 victoires et 13 défaites en carrière. Pour les 17 victoires, elle a 5 finishes par KO technique, une soumission et 11 décisions. Pour ses 13 défaites, elle a perdu seulement 2 fois par soumission et 11 fois par décision. Elle est sur 2 victoires, une par soumission, c'était au mois de mai 2024 contre Pinheiro. Avant ça, elle avait battu Denise Gomez par décision unanime au mois de novembre 2023. Sinon, on remonte en arrière, au mois de mai l'année dernière, elle avait perdu contre Mackenzie Dern par décision unanime. Avant ça, elle avait enchaîné 2 belles victoires, dont une contre Lupita Godinez par décision unanime au mois d'août 2022. Avant ça, elle avait enchaîné 3 défaites en 2022 et 2021, où elle avait perdu contre Virna Jandiroba par décision, contre Amanda Lemos par split decision également, et contre Pennington par décision également. Donc c'est compliqué, hein, effectivement, souvent c'est le sol qui lui fait défaut. Elle avait perdu également contre Michelle Waterson Gomez et contre Claudia Gadella, c'était en 2020, et elle avait perdu les deux par split decision, donc voilà, à chaque fois elle se fait emmener au sol. C'est le problème de Angela Hill, c'est une strikeuse et le sol c'est vraiment pas son truc. Elle est donc opposée à Tabata Ricci, qui est brésilienne, elle a 29 ans, 10 victoires pour 2 défaites en carrière. Sur les 10 victoires, elle a un finish par KO technique, 3 soumissions et 6 décisions. Pour ces 2 défaites, elle a perdu une fois par KO technique et une fois par décision. Son dernier combat, c'est une victoire par split decision contre Tassia Pennington. C'était au mois de mai 2024. Avant ça, elle avait perdu par split decision contre Lupita Godinez au mois de novembre l'année dernière. Et si on remonte plus en arrière, elle avait quand même enchaîné une belle série de 4 victoires entre 2021 et 2023 avec une soumission et 3 décisions. Donc, ah oui, elle avait également perdu par KO technique au mois de juin 2021 contre la française Manon Fiorot. Donc le striking est un peu compliqué effectivement pour elle, pour la brésilienne. Et on va aller regarder les cotes déjà. Alors c'est très serré, on retrouve favorite Angela Hill avec une cote à 1,80 et une cote à 1,90 pour Ricci. Donc effectivement c'est très très serré. J'ai souvent tendance à me tromper sur les combats féminins. Là en plus c'est catégorie strawweight, donc je pense qu'il va y avoir une décision. Je vois pas de finish. Mais je vous conseille quand même de choisir Angela Hill, l'américaine. Je pense qu'elle a beaucoup d'expérience et ça pourrait faire la différence face à la brésilienne. En tout cas, je pense qu'elle sera plus à l'aise en striking. Et vu que Ricci avait perdu contre la française Manon Fiorot, le striking lui pose un peu problème, même si ça remonte quand même à il y a plus longtemps. Je vous conseille quand même donc de choisir l'américaine Angela Hill, les amis. Je pense que c'est le choix le moins risqué, mais je vous conseille de rester très prudent avec ce combat. Et on retrouve en main event, catégorie middleweight, Jared Cannonier contre Caio Borralho. Alors Jared Cannonier, il est américain, il a 40 ans, 17 victoires pour 7 défaites en carrière. Sur les 17 victoires, on a 10 finishes par KO technique, 2 soumissions et 5 décisions. Pour ces 7 défaites, il a perdu 3 fois par KO technique et 4 fois par décision. Son dernier combat, c'est donc une défaite par KO technique contre le français Nassourdine Imavov au mois de juin 2024.
Je suis d'ailleurs étonné qu'il recombatte aussitôt, ça fait à peine 2 mois. Et c'était au 4e round. Avant ça, il avait battu par décision Marvin Vettori au mois de juin l'année dernière et Sean Strickland par split decision au mois de décembre 2022. Avant ça, il avait perdu dans le combat extrêmement chiant contre Israel Adesanya au mois de juillet 2022 pour la ceinture, parce qu'il était sur 2 victoires contre Derek Brunson en février 2022 par KO et contre Kevin Gastelum en août 2021 par décision unanime. Avant ça, on remonte plus en arrière, il avait perdu contre Robert Whittaker au mois d'octobre 2020 par décision. Et sinon, il avait enchaîné 3 belles victoires contre Jack Hermansson par KO technique, contre l'ancien champion Anderson Silva en 2019 par KO technique, et contre David Branch en 2018 par KO technique. Si on remonte plus en arrière, c'était en 2018-2017, il combattait chez les light heavyweight, il avait perdu par décision par KO technique contre Dominique Reyes et par décision contre Jan Blachowicz. Également en 2017 contre Glover Teixeira. Et si on remonte plus en arrière, parce qu'il est là à l'UFC depuis 10 ans maintenant, quasiment. Il est arrivé en 2015, il était même chez les heavyweight en 2015 et 2016, il avait battu le français Cyril Asker. Donc gros parcours, grosse expérience dans 3 catégories différentes pour Jared Cannonier, heavyweight, light heavyweight et maintenant middleweight. Donc, mais il vient d'avoir ses 40 ans, donc voilà, il est plus tout jeune. Il est opposé au Brésilien Caio Borralho, qui a 31 ans, qui a 16 victoires pour une seule défaite en carrière. Sur les 16 victoires, il y a 5 finishes par KO technique, 4 soumissions et 7 décisions. Sa seule défaite, elle a été par décision et elle remonte à son début de carrière en juillet 2015. Depuis qu'il est arrivé à l'UFC par les Dana White Contender en 2021, il a enchaîné 2 victoires au Dana White Contender, une par décision et une par KO technique. Ensuite, il a rejoint l'UFC en 2022. Il a fait une victoire par soumission. Ensuite, il a battu Armen Petrosyan par décision au mois de juillet 2022. Il a battu Mahmoud Mouradov par décision au mois d'octobre 2022. Michal Olek par soumission au mois d'avril l'année dernière. Ensuite, il a battu Abou-Magomedov par décision au mois de novembre 2023. Et son dernier combat en date, c'est une victoire par KO contre Paul Craig au mois de mai 2024. Donc il a quand même déjà pas mal d'expérience à l'UFC. Il est en train de monter petit à petit. On va dire qu'il brûle pas les étapes. Effectivement, après Paul Craig, je trouve que Jared Cannonier, c'est un très bon combat pour le Brésilien. On va aller regarder les cotes. Alors on retrouve favori le Brésilien avec une cote à 1,44 et une grosse cote à 2,58 pour Jared Cannonier. Alors ils l'ont mis favori parce qu'effectivement c'est un jeune prospect avec un striking assez impressionnant, un bon cardio et une grosse confiance en lui. Dans la cage, il a l'air d'être dans son salon, il est très à l'aise, Caio Borralho dans la cage, en train de sourire un peu comme l'américain Dan Hooker. Les gars ils combattent et voilà, ils ont l'air d'être vraiment chez eux, quoi, très à l'aise. Donc du coup, il a un striking assez impressionnant, Caio Borralho, effectivement. On a vu le dernier KO donc qu'il a mis à Paul Craig, et Jared Cannonier il sort d'une défaite par KO technique contre un autre bon striker, Nassourdine Imavov. Ces 2 victoires remontent à 2023 et 2022, donc contre Marvin Vettori et Sean Strickland par décision. Et Jared Cannonier, c'est vrai qu'il a l'air de baisser, il vient d'avoir 40 ans, donc effectivement au plus haut niveau, 40 ans, surtout dans les catégories middleweight, c'est pas simple, même s'il est en excellente forme et en excellente santé. Et j'en sais quelque chose, les amis, moi aussi je viens d'avoir mes 40 ans cette année, et même si je suis un sportif et que voilà, je suis pas un professionnel, voilà, c'est pas comme il y a 10 ans les 30 ans, et même si je suis toujours en pleine forme, je peux vous assurer que les 40 ans, voilà, c'est à son niveau avec tous les combats qu'il a derrière lui. Jared Cannonier, ses 40 ans, c'est pas mes 40 ans. Voilà, il a fait énormément de guerre et il sort d'une défaite en plus. C'est pour ça que je suis étonné qu'il revienne aussi vite après cette défaite par KO technique. Je pense qu'il était frustré de la défaite et de l'arrêt de l'arbitre et qu'il a envie de revenir. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, surtout après avoir fait 4 rounds. Caio Borralho, lui, il est en confiance en plus, donc ouais, ça me paraît quand même assez difficile de miser sur Jared Cannonier. Donc je vous conseille de choisir Caio Borralho, les amis. Je pense que c'est le choix le moins risqué. Je pense qu'il va dominer Jared Cannonier en striking sur l'ensemble du combat. Alors c'est du 5 rounds, ça pourrait en plus commencer à gêner Jared Cannonier sur le cardio, peut-être au bout du 3e ou 4e. Et c'est là que le Brésilien pourrait commencer à faire la différence. Donc ça reste quand même un combat assez compliqué, il faut faire attention. Cannonier il en a encore sous le coude, hein. Il n'est pas non plus en fin de carrière complètement. Je pense qu'il a encore peut-être 2 ou 3 ans de combat au plus haut niveau en tout cas. Donc il faudra quand même que le Brésilien soit prudent, qu'il prenne ce combat voilà, comme il a fait sur son dernier face à Paul Craig, qu'il y aille doucement, tranquillement, sans essayer de faire les choses trop vite, et il devrait remporter ce combat normalement. Peut-être par finish, par KO technique c'est possible, ou sinon par décision. Donc je vous conseille de choisir le Brésilien, les amis, Caio Borralho. Je pense que ça reste le choix le moins risqué.
Voilà les amis, on en a terminé avec l'analyse et pronostic de cette UFC. J'espère qu'il ne va pas y avoir de changement sur la carte principale et que ces pronostics vont être bons. Il devrait peut-être y avoir un sixième combat rajouté sur la principale. Dans ce cas-là, je le mettrai en commentaire épinglé. Quant à nous, on se retrouvera la semaine prochaine pour une prochaine vidéo d'analyse et de pronostic. Ce sera pour l'UFC Fight Night 242. Gilbert Burns contre Sean Brady. On aura également Jessica Andrade en co-main event et Steve Garcia contre Kyle Nelson sur la carte principale. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et il me reste plus qu'à vous dire de faire très attention avec les paris sportifs les amis, c'est dangereux et risqué. Jouez toujours de façon ludique et réfléchie, de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. C'est bien entendu interdit aux moins de 18 ans. Et si jamais vous êtes en détresse d'argent, n'hésitez surtout pas à appeler le numéro qui est affiché à l'écran pour vous faire aider. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao à tous.